Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et rapidement, avant cela, j'accueille Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Rédacteur en chef de l'Étudiant Libre et puis évidemment ici journaliste à Ligne Droite. On se tourne ensemble vers notre invité. Ligne droite. Vue de haut. Alors les sondages ne se sont pas trompés pour les élections italiennes qui se tenaient hier. Le triomphe de Fratelli d'Italia dans les urnes a bien eu lieu et c'est donc cette formation politique menée par Giorgia Meloni qui réalise un véritable exploit, arrivant au pouvoir à peine 10 ans après sa naissance. Elle a presque sextuplé son résultat depuis le dernier scrutin puisqu'elle était de 4,3% à aujourd'hui 26% selon les premiers sondages de sortie des urnes. Bon, tout ça va se préciser dans la journée. En tout cas, la coalition des droites est en tête. La coalition qu'elle forme avec la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi qui obtient jusqu'à 47% des suffrages tous ensemble, ce qui permet de rafler la majorité absolue dans les deux chambres du Parlement et Giorgia Meloni dès hier a donc revendiqué sa place de présidente du Conseil. Alors qui est Giorgia Meloni et quelle perspective pour l'Italie mais surtout quelle perspective pour la France et même pour l'Europe? On en parle avec Marie Darmagnac. Bonjour Marie Darmagnac. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes journaliste indépendante, auteur d'un premier livre, Matteo Salvini, l'indiscipliné, aux éditions du Toucan, l'artilleur, sorti déjà en 2019. Et puis, il y a ce livre qui est le livre de Giorgia Meloni, pour tout connaître sur Giorgia Meloni, puisque c'est son autobiographie, Io sono Giorgia, ça c'était le livre aux éditions Rizzoli, c'est ça? Rizzoli, édition italienne. Et puis, cette édition italienne a été reprise et elle va être publiée en France. Giorgia Meloni, mon itinéraire, autobiographie d'une leader politique. C'est aux éditions Cora. Et vous avez préfacé ce livre qui sort aujourd'hui. Qui sort aujourd'hui, absolument. Donc, quelle chance de vous avoir aujourd'hui et de vous avoir le jour de la sortie de ce livre qui révèle tout sur Giorgia Meloni. Alors, nous aussi, on a envie de tout savoir. Est-ce que d'abord, avant de rentrer sur ce qui s'est passé hier, peut-être nous préciser, puisqu'elle a eu un long parcours politique, Giorgia Meloni, nous raconter un peu qui elle est, cette femme? Alors c'est une femme de 45 ans, mère d'une petite fille. Et elle a commencé effectivement son parcours politique à 15 ans. En fait, elle est entrée au MSI. Ce qui a été pour elle un électrochoc, c'est la mort des juges anti-mafia. Et elle s'est dit à ce moment-là qu'il fallait qu'elle s'engage pour son pays. Et donc à 15 ans, elle rentre au MSI, au mouvement social italien, qui est le parti post-fasciste de l'époque. Et puis elle va gravir les échelons, c'est une militante acharnée. Elle trouve de son compagnonnage en fait, militant une seconde famille. Et puis ensuite elle va aller... C'est-à-dire que c'était en même temps une progression continue, lente, à la force du poignet, avec beaucoup de ténacité. Et puis, elle est députée à 29 ans, ministre à 31, la plus jeune vice-présidente de l'Assemblée nationale italienne, la plus jeune ministre du gouvernement italien. Donc, elle cumule les records. C'est une femme qui est donc une grande travailleuse et elle arrive aujourd'hui donc au pouvoir en Italie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est présentée aussi comme une femme qui n'a jamais trempé dans les affaires, qui est pourtant un des problèmes qu'on peut reprocher, par exemple, au groupe Berlusconi. Donc, est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vraiment, elle a toujours été droite dans ses bottes, on va dire? Alors, il y a deux choses quand même. Il faut savoir, une première chose, c'est que en Italie, comme partout ailleurs en Europe, il y a un véritable gouvernement des juges. Les juges sont vraiment... la magistrature est très, très à gauche. Ils ont d'ailleurs fait quasiment ouvertement... campagne contre la droite italienne. Et c'est vrai que les affaires de Berlusconi, par exemple, ont été quand même extrêmement... utilisées. Oui, montées en épingle. C'est un peu la même chose qui s'est passé pour Matteo Salvini, qui est toujours sous le coup de procès pour avoir fait simplement respecter le droit italien lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, à ce jour, il n'y a pas d'affaires qui concernent Giorgia Meloni, mais les
Il y a des politologues italiens et des journalistes qui disent que on peut s'attendre à tout, en fait. Tout sera permis contre elle. D'accord. Alors, est-ce que je voulais savoir aussi, avant qu'on rentre dans le fond de ce qu'elle va proposer pour la suite, donc quand on lit aujourd'hui Le Monde, on parle de Fratelli d'Italia, parti post-fasciste. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que c'est exact et pourquoi il est appelé comme ça? Parce que justement, à l'origine, c'était le MSI qui est ensuite devenu Alleanza Nazionale, donc Alliance nationale, et qui était tellement fasciste qu'ils ont fait partie de la coalition de Berlusconi, Il Popolo della Libertà, donc je ne pense pas que Berlusconi soit fasciste. Donc en fait, si vous voulez, ce sont en fait des grilles d'analyse qui sont pratiques, qui sont des étiquettes qui empêchent de réfléchir et qui permettent de fixer les gens et de les engager. De les stigmatiser. Et de les engager en quelque sorte, absolument. Ça n'a pas fonctionné, visiblement. Non, ça ne fonctionne pas en Italie. C'est pas du tout la même chose qu'en France. Il n'y a pas la même diabolisation. Et cette non-diabolisation, je pense qu'on la doit en Italie à Berlusconi, qui a très tôt fait gouverner tous les partis de droite dans son gouvernement ensemble. Donc voilà, ça c'est une chose. Maintenant, ce qu'elle est, elle a plusieurs fois dans de nombreuses interventions expliqué que le fascisme faisait partie de l'histoire et que c'était un domaine d'intervention maintenant des historiens et de la recherche universitaire. Elle se définit d'une façon très claire et complètement décomplexée, comme souvent les Italiens, comme une femme politique de droite et conservatrice. Alors, pardon Valentin, je vais vous donner la parole, mais je vais vous faire écouter un extrait, puisqu'on parlait de non-diabolisation. Il y en a une qui a tenté de diaboliser Giorgia Meloni, c'est évidemment Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a prévenu, depuis Washington, avant les élections, le 23 septembre, qui a prévenu que... je vais vous envoyer le scénario et je vais vous faire la traduction en direct. Nous verrons. Donc si les choses vont dans une direction difficile, comme en Pologne et en Hongrie, nous avons des outils. Et puis si ça va dans le bon sens, et que le peuple ira comme un corps, eh bien nous serons toujours heureux de jouer un rôle important. Voilà un petit avertissement de la Commission européenne qui visiblement ne compte pas respecter tout simplement le vote des élections législatives. Je pense que c'est une grosse erreur, même tactique, de la part d'Ursula von der Leyen, qui honnêtement s'est tiré une balle dans le pied. Il y a eu deux réactions en Italie à ça. Il y a eu d'abord celle de Matteo Salvini qui a demandé d'abord des excuses et ensuite la démission d'Ursula von der Leyen. Et puis Giorgia Meloni, elle, a dit que c'était des propos elle était plus, si vous voulez, un peu plus soft, entre guillemets, dans le propos, mais tout aussi ferme dans l'intention. Elle expliquait que c'était des propos qui étaient assez hasardeux et que ce qu'il demandait, c'était en fait du respect d'un vote démocratique de la part des Italiens et qu'elle espérait bien sûr être considérée comme chef de gouvernement à part entière et être traitée comme telle, avec le respect qui lui est dû en fait. Valentin. Oui, non, mais ça tombe très bien qu'on puisse parler de l'Europe parce que c'était le sujet sur lequel je voulais arriver ensuite. C'est d'ailleurs ce qui me fait être un petit peu plus réservé concernant Giorgia Meloni. Alors, je ne veux pas du tout remettre en question ses convictions et son image, mais c'est vrai qu'une partie non négligeable de son programme, d'ailleurs la partie du programme pour laquelle elle a été élue, est incompatible avec les traités européens. Et donc, ça peut quand même la mettre gravement en difficulté sur la manière dont elle va pouvoir mettre en place sa politique, parce qu'elle va être forcément amenée à faire un choix très fort concrètement entre l'Europe et l'Italie. Je vois mal comment elle pourrait échapper à ce choix et elle a déjà dit qu'elle refusait de sortir de l'Europe et de l'euro alors que l'Italie est tenue financièrement par l'Europe. Alors comment est-ce qu'elle pourrait concilier ces deux choses? Alors d'abord, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Elle revendique une certaine prudence parce qu'en fait elle hérite d'une situation intérieure financière, sociale, extrêmement tendue, comme tous les pays d'Europe, mais l'Italie quand même particulièrement. Et il faut rappeler, en fait, essayons de voir les choses d'un autre côté, si vous voulez. Elle dit, elle n'est pas eurosceptique, elle est quand même chef d'un parti au Parlement européen. Elle est la patronne des conservateurs européens, et donc elle dit, on ne peut pas dire de moi que je suis eurosceptique dans la mesure où je fais partie du système. C'est presque le problème en fait. Absolument. Écoutez, elle va pas ruer dans les brancards. Elle est déjà intervenue à plusieurs reprises, notamment devant le patronat italien. Ce qui l'intéresse, c'est plus la situation intérieure, mais bien sûr que tout est lié
aujourd'hui. Et le patronat italien, les milieux d'affaires italiens ne sont pas inquiets. Elle va procéder de façon prudente. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne comment dire, elle va se présenter à Bruxelles la tête haute. En fait, ce qu'elle veut, c'est que les Italiens soient à nouveau considérés d'égal à égal avec les autres pays européens et avec Bruxelles. Si vous voulez, elle ne veut pas. Ce qu'elle rejette, c'est que l'Italie soit une espèce de province de l'Empire européen. Et on voit bien, si vous voulez, dans cette déclaration d'Ursula von der Leyen à quelques jours du vote, qui est plus qu'un avertissement, c'est quasiment une menace. Et en tout cas, c'est de l'ingérence, ça c'est le moins qu'on puisse dire, sur un vote souverain et démocratique. Comment dire, elle ne va pas y aller de front, mais elle va y aller fermement. Alors bien sûr qu'elle est traitée, elle est liée par les 200 milliards du plan de relance européen, et c'est sur ça que le chantage peut éventuellement et puis le taux d'endettement très important de l'Italie, et voilà, puis, voilà. aggravé quand même de 116 milliards par le gouvernement Draghi, bien sûr, qui lui avait les faveurs de l'Europe. Donc si vous voulez, tout est une question de perspective. Même un après, elle n'est pas seule en fait. Par exemple, l'Union européenne revendique la compétence sur l'immigration, donc même sur des programmes de politique intérieure, en tout cas, son programme s'oppose frontalement à celui de l'Union européenne. Puis on voit bien les condamnations des cours de justice européennes sur ces questions-là. On en a parlé récemment. Alors, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas me mettre à sa place parce que c'est quand même... elle va avancer prudemment, mais elle va y aller sûrement. Sur le plan de l'immigration, effectivement, si c'est une gestion de... En même temps, les accords de Dublin n'ont pas été réformés. Donc, ce sont toujours les pays d'arrivée qui gèrent quand même énormément ces afflux de migrants. Les pays d'arrivée, ce sont les pays frontaliers de l'Union européenne, donc notamment la Grèce et l'Italie. Donc, je pense que si vous voulez, on va voir effectivement, il va y avoir un moment où il y aura une rencontre, uno scontro, comme on dit en italien, entre la souveraineté italienne, les souverainetés nationales, et ce à quoi on veut arriver, Bruxelles veut arriver, la souveraineté européenne. Mais elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule en Europe, et on voit quand même qu'il y a une vague. Un mouvement, oui. Elle est très attentive à ce qui va se passer en Espagne avec Vox en 2023, par exemple. Alors, je voudrais qu'on parle, puisque Valentin a lancé sur cette question-là. En effet, il y a presque un problème d'image, de flou sur cette image de Giorgia Meloni sur l'Europe. Je précise que Ursula von der Leyen, après la prise de parole d'Ursula von der Leyen, en Italie, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements populaires, et certains, écoutez, ce sont des patriotes italiens qui se sont rendus au siège de l'Union européenne à Rome et qui sont allés retirer les drapeaux européens. L'évolution. Alors peut-être nous faire la traduction. Alors non, moi j'ai vu j'ai vu ça, mais j'ai vu effectivement passer sur les réseaux sociaux. Nous sommes prêts à la mort, etc. Mais en fait, nous sommes prêts à la mort. C'est une des paroles de l'hymne national italien, en fait. Oui. Donc c'est vraiment souveraineté contre souveraineté. Mais cette question, si vous voulez, on est dans une époque de grande clarification. Oui, mais est-ce que c'est vraiment clair? Est-ce que Giorgia Meloni est vraiment claire avec elle-même et peut-être même avec son électorat? Parce qu'on a l'impression que derrière elle, voilà, il y a tous ces patriotes qui se lèvent derrière elle, qui lèvent les drapeaux et qui chantent. Et est-ce qu'il n'y aura pas une déception derrière? Et on va voir. C'est la première fois qu'elle est chef. C'est pas la première fois qu'elle est au gouvernement, mais c'est la première fois qu'elle est chef de gouvernement. Donc on va bien voir comment ça va se passer. Il y aura forcément, je ne sais pas, j'imagine, il y a forcément des déceptions, mais il y aura aussi, je pense, c'est quand même un tremblement de terre en Europe ce matin. Ça, c'est un coup de tonnerre. Est-ce qu'on n'a pas dit la même chose avec Salvini quand même il y a quelques années de ça, et qui a fini finalement lui aussi par céder et choisir l'Europe plutôt que la souveraineté italienne? Je pense que Salvini a été une étape. D'accord. Une étape dans cette affirmation de la souveraineté d'un pays, enfin de la souveraineté italienne. Et il semble, alors effectivement, les résultats de la Ligue ce matin sont mauvais. Je pense qu'il y a une très grande partie des électeurs de la Ligue se sont reportés sur Fratelli d'Italia, et que la Ligue paye sa participation au gouvernement Draghi, ça c'est sûr. En revanche, ce que je sais pour avoir un petit peu suivi sa campagne, c'est que notamment sur le plan de l'immigration, il n'a pas bougé. Ses convictions sont les mêmes.
Vous vous demandez, je vois très bien, mais il y a aussi, on a bien vu quand Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur que c'était beaucoup une question d'image. Et qu'il y a eu un geste fort de refuser d'accoster d'un bateau chargé de migrants, et que ça a réveillé l'Europe sur la question migratoire, qui va se faire quand même de plus en plus forte. Moi, je pense qu'on va revenir à une situation un peu comme en 2015, parce qu'il y aura ces émeutes de la faim, il y aura ce problème de la faim dans les pays du Sud, avec la crise économique mondiale. Donc, comment ils vont faire? Mais écoutez, ça va être intéressant de le voir, mais je ne la vois pas tourner Kazakh et faire une volte-face absolue, dans la mesure où elle a montré, si vous voulez, par son parcours, en refusant notamment pendant toute cette dernière législature de participer au moindre gouvernement, y compris au gouvernement d'union nationale qui était le dernier, qui était celui de Mario Draghi. Donc elle a une cohérence et une constance qui pour l'instant parle pour elle, mais on va voir. Et comme vous dites, il y a toute une attente, en tout cas un frémissement, même plus un tremblement peut-être en Europe aujourd'hui. Là, récemment, la Suède. Vous dites, on va suivre ce qui se passe en Espagne. Bon, et puis après, il y a des élections, même en France, qui montrent que le Rassemblement national monte à chaque fois. Est-ce que finalement, on est dans une nouvelle ère pour l'Europe ? De toute façon, en dehors même de cette montée des partis, disons, souverainistes ou patriotes en Europe, on a effectivement basculer, on est en train de basculer, on est au milieu, on est dans une période vraiment de transition, et ce que je vous disais, c'est on est vraiment dans une période de grande clarification où si vous voulez, les voiles tombent, et c'est vraiment l'empire européen, l'impérialisme bruxellois contre les souverainetés nationales, et on va voir ce qui va se passer. Si je peux me permettre, je comprends, et en même temps je suis assez dubitatif, parce que vous avez parlé de montée des partis souverainistes. C'est pas une montée des partis souverainistes qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est une montée des partis nationalistes et conservateurs, mais qui ne rejettent pas l'Union européenne en tant que telle. Et ça pose quand même question, parce que on ne peut pas lutter contre l'immigration, ou c'est presque impossible de lutter contre l'immigration sans rejeter l'Union européenne, parce que c'est l'Union européenne qui fait venir ces personnes, ou qui en tout cas ne les empêche pas de venir. Et la période de grande clarification, effectivement, elle se fait sur le fait que même les partis nationalistes et conservateurs, quelque part, adhèrent quand même au projet de l'Union européenne et refusent presque de se donner les moyens de leur politique. Et j'ai un peu cette désagréable impression que la radicalisation identitaire du discours conservateur et nationaliste en Europe se fait d'autant plus facilement et d'autant plus permis, notamment dans les médias, avec l'arrivée de thèmes comme le grand remplacement, dans la mesure où il est permis parce que les élites européennes savent très bien qu'il ne pourra jamais voir le jour tel qu'elles le pensent. Alors justement, ça honnêtement, je n'en sais rien. Moi, je ne pense pas, par exemple, que pour pousser un peu plus loin votre réflexion, je ne pense pas qu'un Viktor Orban soit l'idiot utile de l'Europe. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il est bien content, malgré les sanctions économiques, d'avoir une économie qui est largement bénéficiaire de l'économie européenne, du marché commun, de la libre circulation des échanges et des capitaux. Et je pense que même malgré les sanctions, l'économie hongroise se porte mieux sous l'Union européenne que toute seule. Ah mais ça, je ne dis pas le contraire, mais si vous voulez, ils sont dans le réel aussi, hein, ils ne sont pas dans un projet utopiste de renverser la table, ça n'existe pas, ça ne marche pas. En revanche, Mélanie, ses idées sur l'Europe, c'est de revenir aux fondamentaux de l'Europe, et c'est-à-dire une alliance de nations souveraines. Maintenant, on va voir si elle va, par exemple, j'en sais rien, mais s'affranchir de la Cour européenne des droits de l'homme. On verra bien tout ça. On va voir à l'usage, mais ça va être intéressant, parce que l'Italie, comme souvent dans la vie politique, est un laboratoire. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on peut imaginer une Italie qui se positionne comme le groupe de Visegrad, c'est-à-dire un groupe de résistance conservatrice au sein de l'Union européenne. Tant pis pour les sanctions, ils assument, ils continuent, mais ils restent dans l'Europe. Et peut-être que ce groupe peut s'élargir avec l'Italie, pourquoi pas plus tard. Une espèce d'alliance latine, effectivement. À ce détail près que l'économie italienne est beaucoup plus tenue sous la tenaille européenne que d'économies d'Europe de l'Est. Ouais, si, c'est vrai. Honnêtement, ils vont. Mais ça, si vous voulez, c'est l'aspect à double face de ce plan de relance. Après, si vraiment les réformes sont appliquées elle veut faire des réformes, hein, je veux dire, elle veut débureaucratiser, elle veut avoir une politique familiale, etc. On va voir jusqu'à quel point on la laisse faire, mais elle ne se laissera pas dicter sa conduite, ça je ne pense pas. Donc
pas forcément un bras de fer. Ce qu'elle disait dans son discours de cette nuit, elle demande le respect. Elle demande le respect de tous et notamment du verdict démocratique des urnes, en fait. Alors, vous l'avez suivi donc là pendant cette campagne, Giorgia Meloni. Oui, je l'ai suivi. Déjà même, voilà. Oui, oui. Donc, est-ce que vous l'avez déjà rencontrée? Est-ce que vous nous racontez quelle femme elle est également Alors, je l'ai rencontrée je l'ai pas rencontrée récemment. Je l'ai rencontrée il y a longtemps quand j'habitais en Italie. Je l'ai vue plusieurs fois, effectivement, à des manifestations. C'est une femme qui ne s'en laisse pas compter. Alors, elle est extrêmement naturelle. Vous voyez, son discours de cette nuit m'a frappée. C'est une petite intervention d'une dizaine de minutes. Ça m'a frappée par rapport aux discours électoraux qu'on voit chez nous. Chacun lit un papier. À chaque fois, ils ont un discours préparé, etc. Elle, non. Elle arrive, elle commence à rigoler, elle est émue, elle est contente. On lui offre un t-shirt, elle commence par plaisanter avec la foule. Et elle parle, elle a préparé des notes qu'elle ne regarde pas une seule fois. Oui. Donc, voilà, donc c'est une très bonne oratrice. Je l'ai vue en meeting plusieurs fois. J'étais là notamment à Saint-Jean-de-Latran en 2019 pour ce fameux discours qui a été repris, qui a fait sa fortune. Oui, qui a fait sa fortune. Si vous voulez, ça a été repris, l'histoire est un peu amusante, ça a été repris par un DJ qui était de gauche et qui s'est dit on va en faire quelque chose de péjoratif, de moqueur et de caricatural. Et ça a été l'effet inverse. Ça a été absolument incroyable, des millions de vues, etc. Et elle, en fait, a été la première étonnée. Et c'est un peu une des choses qui a décidé l'écriture de son livre en Italie et qui reprend donc les premiers mots Io sono Giorgia, je suis Giorgia, parce qu'elle dit en fait il y a elle qui est très secrète, très pudique, il y a un besoin des gens de mieux la connaître. Et dans ce livre, donc son autobiographie qui sort aujourd'hui en France, elle se livre, elle se dévoile comme elle ne le fait pas. Et alors qu'est-ce qu'on apprend dans ce livre pour nous, Français, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la vie de cette femme qui peut Déjà être dans son caractère, alors moi il y a quelque chose qui m'a fait rire et qui est typiquement italien, c'est un sens de l'autodérision assez poussé. Ils ont toujours cette distance avec le réel qui leur permettent de ne pas trop se prendre au sérieux. Ça, c'est ce qui m'a vraiment frappée quand je vivais à Rome, et c'est une grande différence avec les Français. Oui, ça c'est sûr. Et c'est assez... et donc, il y a une espèce de côté très, très naturel. Après, elle maîtrise tout. C'est une femme de contrôle. Elle est extrêmement exigeante avec elle-même, et elle l'est aussi avec les autres. C'est une femme de fidélité, parce que les gens qui l'entourent, son entourage aujourd'hui politique, ce sont pour... la grande majorité, ses amis militants de jeunesse. Donc c'est un parti très, très, très organique, en fait. Est-ce qu'elle a une famille, des enfants ? Elle a une fille et elle n'est pas mariée. Elle qui représente... qui défend, en fait, elle défend la famille traditionnelle, ça n'empêche pas... elle défend la famille fondée sur l'union d'un homme et d'une femme, mais elle n'est pas mariée. Elle raconte aussi, au début de son livre, quelque chose d'assez intéressant et qui est une des clés d'explication de ses opinions, disons, pro-vie. C'est qu'elle-même est née en ayant réchappé d'un avortement. Ah oui, très intéressant. Sa mère a hésité au dernier moment parce que ses parents ne s'entendaient pas quand sa mère s'est retrouvée enceinte. Et puis, sa mère a choisi de la garder. Alors, Marie d'Armagnac, si vous voulez bien vous rester encore 5 minutes avec nous après le Flash Info, on fait un rapide point sur les informations avec Corentin Perini. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Marie d'Armagnac, journaliste indépendante, auteure d'un premier livre, Matteo Salvini, l'indiscipliné, aux éditions du Toucan. Et puis ce dernier livre qui sort aujourd'hui, Giorgia Meloni, c'est une autobiographie, mon itinéraire. Oui, ça c'est le titre, Giorgia Meloni, mon itinéraire, et aussi l'autobiographie d'une leader politique, c'est aux éditions Cora, et donc une version française de son autobiographie qui est préfacée par notre invitée Marie d'Armagnac. Je suis également avec Valentin Schirmer pour co-interviewer Marie d'Armagnac, Valentin Schirmer, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre. Alors, je suis vraiment très heureuse, Marie d'Armagnac, de vous avoir aujourd'hui, quand même, quelle chance. En plus, aujourd'hui sort votre livre, enfin ce livre de Giorgia Meloni. Vous commencez à nous raconter des anecdotes de ce livre
livres particulièrement intéressants qui permettent de révéler un petit peu plus sur sa personnalité qu'on connaît peu finalement. Vous dites que c'est une femme très forte, finalement très, très travailleuse, ça on le voit déjà à l'image, mais on apprend quand même qu'elle a échappé de peu finalement à l'avortement, ce qui peut aussi expliquer peut-être un petit peu sa construction politique derrière. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes de ce livre intéressantes sur cette femme ? Il faut le lire. Oui, bien sûr. Mais il faut donner envie de le lire également. Alors, c'est un livre qui est très... qui, au départ, s'adressait quand même à ses futurs électeurs. Il y a eu plus de 10 rééditions en Italie. Donc, c'est un succès de librairie absolument énorme. Et il est très romain, il est très italien. En fait, on voit, c'est même sur le plan même sociologique, on voit comment vivent les familles italiennes. Alors, elle a été élevée dans une famille sans père, parce que son père est parti... quand elle était très jeune, et donc c'est dans un matriarcat. On dit qu'elle est très antiféministe, etc. Enfin, elle a été élevée au milieu de femmes par sa mère, avec sa sœur qui est son plus fidèle soutien. Elle a été élevée par sa grand-mère aussi, et tout ça, c'est bon. C'est typiquement romain, c'est assez amusant, honnêtement. Elle raconte la vie de quartier à Rome, ce quartier populaire de la Garbatelle. Là, elle raconte aussi ses soirées étudiants, les soirées de formation, les nuits à discuter, des conversations jusqu'au bout de la nuit avec les militants. Enfin, voilà, elle est très vivante, en fait. Voilà, mais c'est quelqu'un qui ne se livre pas. C'est pour ça que ce livre est assez intéressant, est assez surprenant, et bien sûr que ça a un réel succès. Dans son livre aussi, elle développe un peu ses idées politiques, sa formation, ce qui la motive, ce qui l'anime, et voilà. Et en fait, on voit dans ce livre quelque chose qui est complètement à contre-courant aujourd'hui, à l'ère de la gouvernance, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Europe. Elle est éminemment politique. Elle a une pensée réellement politique. Il y a une volonté politique derrière ce qu'elle veut faire. Et ça, c'est une espèce de... Tout n'est pas complètement terminé, en fait. Je pense on a vu, notamment avec le Covid, qu'on basculait quand même dans un autre modèle de gouvernement, de gouvernance politique, avec l'éruption de ces cabinets de conseil et l'importance absolument démesurée qu'ils ont eu dans la gestion de nos affaires, des affaires de la France. Et on voit que un peu partout en Europe, il y a une résistance éminemment politique. Et ça, c'est très intéressant, ce retour du politique. Ouais. Et ce qui est intéressant également, qu'on peut voir aussi, même dans votre description de ce livre, c'est de voir que cette femme s'assume pleinement. Et par exemple, vous le disiez tout à l'heure, hein, cette case de post-fasciste qu'on aime bien, nous, les médias de grand chemin français, apposés sur cette femme, visiblement, ça ne l'alourdit absolument pas, ça ne pèse pas sur elle. Et on le sent absolument pas à travers ce livre. Elle cherche pas à se justifier de quoi que ce soit. Non, mais alors ça, elle est assez représentative de la mentalité italienne. C'est-à-dire d'abord, ils sont assez décomplexés. Moi, je me souviens que la chose qui m'a le plus frappée quand je suis arrivée en Italie, c'est la liberté de ton dans les débats télévisés. C'était absolument incroyable. Les choses sont dites, sont débattues, sont combattues, et la campagne a été quand même assez violente. Elle a été courte, intense et quand même très violente. Mais si vous voulez, il y a ce côté décomplexé. Elle est italienne, elle est comme les Italiens. Elle pense quelque chose, elle le dit. Et justement, pour revenir aux perspectives italiennes, alors vu de France, on a du mal à cerner cette coalition de droite là, avec Berlusconi et Matteo Salvini. Concrètement, est-ce que c'est une alliance qui est vouée à durer, ou est-ce qu'il y a déjà des points de tension sur des différents sujets ? Alors, il y a plusieurs choses. Première chose à dire quand même, c'est que le système d'union des droites, de coalition d'union des partis de droite, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau en Italie, c'est leur façon de gouverner. Et il faut aussi rappeler, quand on dit elle n'est pas compétente, elle n'a pas une culture de gouvernement, etc. D'abord, elle a déjà été ministre, mais surtout, la coalition de droite gouverne 14 des 21 régions italiennes. Ce qui est important en Italie, parce que c'est un pays qui est plus décentralisé que le nôtre, aussi bien dans les institutions que de par son histoire. Donc c'est quelque chose qui fait partie de la réalité politique italienne habituelle. C'est une culture aussi, c'est une culture politique qu'on n'a pas du tout en France.
voilà, cette volonté d'union et que, comme dit tout le temps Salvini, uniti si vince, c'est uni qu'on gagne. Donc ils ont élaboré ensemble un programme commun, chacun évidemment, et c'est normal, faisant des concessions les uns aux autres, etc. Je pense que dans ce programme, il y a la question par exemple de l'autonomie de certaines régions du Nord, une plus grande autonomie qui a été abordée. Elle, par son héritage politique, est plus évidemment un parti national, donc centralisé, mais elle va aussi lâcher du lest pour ça. Est-ce que c'est une coalition qui va tenir? Écoutez, ils ont la majorité au Parlement, donc ils peuvent mettre en œuvre une marge de manœuvre, un programme sans obliger à chaque fois d'aller chercher des voix à droite, à gauche, de changer de spectre, de changer de mouvement, de changer de groupe en fonction des projets de loi, etc. Les gouvernements italiens ne durent rarement plus de 18 mois. Là, il y a une majorité, donc ça doit tenir en fait dans la mesure où ils se sont engagés à cela. Après, je vais vous dire, curieusement, je me demande si le point faible de cette coalition, ça n'est pas justement le faible score de Berlusconi et Salvini. Berlusconi ce matin c'était 8,5 et la Ligue seulement 9, donc ils ont quand même beaucoup baissé. Donc ils sont à eux deux inférieurs au score de Giorgia Meloni. De Meloni, et c'est sûr que pour tenir au Parlement cette coalition et cette majorité, elle doit tenir compte de ses alliés, si vous voulez. Après, elle est assez loyale, je ne vois pas... Bon, après, il y aura bien sûr des tiraillements, des querelles d'ego, des gens qui n'auront pas été élus, des mécontentements. Bon, ça, c'est la vie politique, c'est la vie tout court. Mais c'est intéressant parce que vous disiez, ça fait partie vraiment de la culture italienne. Or, en France, aujourd'hui, on entend beaucoup ce beau mot d'union des droites. On a suivi le communiqué de presse d'Éric Zemmour à la suite du succès de Giorgia Meloni en disant on ne peut que s'en inspirer et se réjouir de ce qui se passe puisque ce sera probablement notre modèle en France. Enfin, c'est ce qu'il appelle de ses voeux. Est-ce que vous pensez que c'est utopique de se projeter à partir de ce modèle italien en France? La mentalité française est plus raide quand même. Il y a moins de souplesse, il y a moins de pragmatisme. Alors, c'est vrai, on le voit, l'union des droites fonctionne. Alors, évidemment, les détracteurs d'Éric Zemmour lui diront mais ça n'est pas du tout le même système électoral. Ouais. C'est vrai aussi, mais au-delà même du système, il y a une véritable mentalité politique. Je vous dis, c'est une disposition politique habituelle de fonctionner en coalition. Et d'ailleurs, l'une des forces aussi de Meloni, ça a été presque la faiblesse de la gauche en face, en fait, qui n'ont pas réussi à s'unir et qui, eux, sont plus habitués des jeux de palais, des jeux de couloir et de forger des alliances après le vote. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà. Même si en France, en France, c'est l'inverse. C'est la NUPS qui a su bien s'organiser et la droite n'a pas su. Voilà. Alors, c'est sûr que en France, le système politique est différent. Mais par exemple, aux législatives, rien n'empêchait de se répartir un petit peu les circonscriptions, même avec un système politique différent, de se répartir les circonscriptions, de ne pas mettre un candidat là où un autre relativement proche, mais d'un parti différent, se présentait. Il y a eu effectivement une intelligence politique, tactique, qui objectivement a manqué en France. Dernière question rapide, est-ce que le centre aussi en Italie est aussi puissant qu'en France et qu'il détermine, ou est-ce qu'il est moins puissant et que du coup il y a plus de gauche et de droite et un peu moins de centre? Alors il y a eu une tentative absolument de constitution d'un centre gauche qui... avec Carlo Calenda et Matteo Renzi, qui ne soit pas la gauche d'Enrico Letta et qui ne soit pas non plus Forza Italia, qui est plutôt centre droit. Et il y a eu d'ailleurs, à quelques jours du scrutin, Stéphane Séjourné, le secrétaire général de Renaissance, qui est venu en meeting soutenir Carlo Calenda en expliquant que c'était une élection qui était européenne. Et donc il y a eu une tentative de constitution de ce pôle centriste. Et alors, le pôle centriste a fait 7,8%. Bon, on les embrasse quand même. Oui, exactement. Merci beaucoup, Marie d'Armagnac. Et puis, je rappelle à tous nos éditeurs qu'il y a ce livre qui sort aujourd'hui, que vous avez préfacé, Giorgia Meloni, Mon itinéraire. C'est une autobiographie de Giorgia Meloni, dont on va beaucoup entendre parler dans les prochains mois et sûrement dans les prochaines années. Autobiographie d'une leader politique conservatrice, et c'est à retrouver aux éditions Cora, en France, pour la version française. Sinon, c'est aux éditions Rizzoli. Merci encore, Marie d'Armagnac, pour cette belle présentation de Giorgia Meloni. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale.
Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.